Amis téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes à Liège pour une discussion politique au regard des événements qui se passent en RDC. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir sur ce plateau M. Pierre Mbouyi, qu'on ne présente plus d'ailleurs. Vous êtes un ancien de l'UDPS, président et représentant de l'UDPS au Benelux. Voilà, l'ancien président. Oui, l'ancien président. Vous êtes le président, mais vous êtes un acteur politique qui est beaucoup écouté et aussi, bien sûr, vous envisagez de faire autre chose, la vraie politique pour l'avènement de la vraie démocratie en RDC. Et nous avons besoin de votre expertise par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui en RDC. Avant de commencer, j'aurais aimé en fait qu'on visionne un élément, un élément qui nous rappelle en fait ce qui se passe réellement en Afrique par rapport à ces marches initiées, organisées par ce comité laïque. Oui. Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil par rapport à ces images? Oui, merci bien, M. Ramos. Vraiment. À la cathédrale Notre-Dame, comme dans beaucoup de paroisses de Kinshasa, la marche a tourné court. La police avait pris position devant les locaux, empêchant tout rassemblement significatif. Mais les accrochages avec les jeunes n'ont pas manqué. On signale plusieurs blessés, certains par tir à balles réelles et même un mort, un bilan que la police conteste. La veille, elle avait annoncé un objectif de 0 mort. Ce dimanche, le chef de la police est plus fataliste. Quand on rétablit l'ordre public, il y a toujours des casses. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Quand on rétablit, il y a toujours des problèmes. Parce qu'il y a une force qui s'oppose. Mais si on vient, on négocie, et ceux qui sont en face acceptent bonnement, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de casse. La contestation semble s'étendre dans le pays. Les accrochages sont signalés à Kisangani, Bukavu, Goma, Lubumbashi. Chaque fois, les forces de sécurité sont intervenues pour réprimer les manifestations. Reste que, même sous pression, la mobilisation des catholiques ne faiblit pas. Nous sommes très confiants que ce pays va aller de l'avant un jour. Et nous sommes très confiants qu'il y aura des élections. Voilà pourquoi nous ne cessons de sortir avec l'appel du comité laïque pour montrer aux yeux, aux yeux de tout le monde que nous voulons les élections. Et nous avons l'espérance en tant que chrétiens qu'un jour, et au mois de décembre, il y aura des élections. En 2019, nous aurons un nouveau président qui va diriger ce pays comme il faut. Proches de l'Église catholique, les organisateurs de ces marches réclament du président Kabila qu'il s'engage à ne pas se présenter aux élections de décembre prochain. Des élections déjà hors délai, son mandat s'achevait en principe en décembre 2016. Très bien. Alors, en regardant ces images, quelle est la lumière pour vous par rapport à ce que vous venez de voir et la déclaration de ce général Kassongo? Cela conforte mon idée depuis déjà le régime de Mobutu, que le Congo ne fait que perdre de plus en plus la notion d'État. Il n'y a plus d'État au Congo. Quand on voit la manière dont la répression se comporte, s'exerce sur les populations, les pauvres populations congolaises depuis des lustres, on voit que nous ne sommes même plus dans une jungle, nous sommes dans la barbarie la plus cruelle. D'un côté, nous avons ceux qui sont censés représenter l'État, qui ne sont que aujourd'hui des bandits, des criminels, et nous sommes dans une forme de criminalité étatique, mais il n'est pas étatique puisqu'il est individuel, puisqu'il n'y a plus d'État. Et de l'autre, nous remarquons qu'il y a de plus en plus une intervention de l'Église dans les événements du Congo. Mais cela veut dire ceci que les formations politiques n'ont pas rempli réellement leur rôle. Et que, j'allais revenir à les événements d'aujourd'hui montrent que tous les partis traditionnels et les acteurs politiques aujourd'hui sont totalement hors sujet. Et je suis gentil quand je dis qu'ils sont hors sujet. En fait, nous avons dans un régime totalement corrompu. Totalement corrompu. Vous avez entendu la déclaration de ce général Kassongo. Du général Kassongo. Un homme responsable ne peut pas tenir de tels propos. On voit, c'est du gangstérisme pur et dur. Et allez, on peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Il parle des êtres humains comme ça.
L'omelette, c'est quoi? Faire des omelettes sans casser les œufs. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre de l'ordre sans sacrifier des vies. Mais c'est quel ordre? Nous avons là un ordre cruel. Ce n'est même pas un ordre. Puisque un ordre, c'est quelque chose de construit, quelque chose d'un système. Ici, ce sont la racaille qui a pris en otage un État. Vous êtes dur avec vous. Oui. C'est la racaille qui a pris en otage 80 millions d'habitants. Donc ces gens ont confisqué le pouvoir, ont transformé la population ce n'est même pas des esclaves, c'est pire, c'est des forçats. Donc nous vivons au Congo comme des gens condamnés à mort sans avoir rien fait. Condamnés à mort de génération en génération. Et cela rejoint la dimension extérieure de la problématique du Congo. Donc c'est très révoltant et nous devons demeurer vigilants et être tous debout, puisque le monde commence à être sensibilisé au problème du Congo et je crois que ces gens n'ont pas beaucoup plus de temps de durer dans ces pouvoirs maléfiques. Alors, parler de ces pouvoirs maléfiques, bon, ça c'est l'aspect spirituel aussi des choses, et on voit aussi l'impulsion aussi, l'amorce de l'Église catholique, Cinco, également comité laïque. Mais on se demande, vous l'avez d'ailleurs évoqué, où sont les vrais politiques, les politiciens, tous ces gens qui sont de l'opposition? Est-ce qu'ils étaient, comme on dit, dans l'optique d'aller à la mangeoire, oublier la population? Je vais situer le problème de manière beaucoup plus profonde, M. Roger Bongos. Il y a quelque chose d'essentiel qui se passe aujourd'hui dans notre pays, c'est cette éviction de l'Église catholique véritablement dans la politique congolaise. Elle situe maintenant la problématique dans ses causes, puisque la décrépitude morale du Congo montre que l'origine du problème, la nature du problème au Congo est d'ordre moral et spirituel. Je l'ai souvent souligné, on l'a souligné. Avec votre livre d'ailleurs que vous l'avez... Exactement, dont vous avez parlé. Exactement. Ouais. Donc l'Église récupère ce qui est sien. La dimension morale et spirituelle. Nous devions commencer par là. Jusqu'ici, vous parlez des politiciens qui sont disqualifiés aujourd'hui. Ces politiciens n'ont pas une vision spirituelle. Ces politiciens mènent une lutte charnelle. Elles mènent une lutte matérialiste. Or, l'esprit précède la matière. Nous le savons tous. L'essence précède l'existence. Et il mène une lutte existentielle. Alors, il faut ramener la lutte d'abord à ses origines. Et on nous apprend qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole, c'est quelque chose d'impalpable. D'immatériel. Donc c'est ça l'origine. Nous devons vaincre aussi les plans spirituels. Alors, le reste nous sera donné par-dessus tout. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais nous cherchons le royaume de la chair. Alors, nous risquons de faire 3-4 siècles avec ces genres de politiciens qui sont disqualifiés. Pour moi, ils sont tous disqualifiés. Alors, on voit par rapport à la façon dont la politique est menée en RDC, on se rend vite compte que il y a une main noire, une main extérieure qui gère le pays. On parle de la problématique aujourd'hui de l'occupation ougando-rwandaise du Congo. Êtes-vous sûr de cela ou c'est des conjectures où il y a une vraie réalité? Vous savez, mon cher Bongos, au Congo aujourd'hui, c'est véritablement la quintessence même de la lutte entre le bien et le mal, entre la vertu et les vices, entre l'ange et les démons. Et dans notre pays, on a même l'impression que le trône de Lucifer s'y trouve planté. Et que la lutte d'aujourd'hui, c'est de défaire ce trône-là. Est-ce que le Lucifer, en fait, le pays voisin de l'Est de la RDC? Non, le monde entier est impliqué dans la problématique du Congo. La géopolitique internationale. Oui, et voilà. Alors quand vous parlez de main noire, et maintenant il devient visible. Il était noir sous Mobutu. Mobutu avait un charisme fou. Il savait cacher ses commanditaires. Nous tous, nous étions émerveillés. Moi, j'étais gosse.
j'étais émerveillé par le leadership de Mobutu. Et son discours, c'est d'ailleurs... Il était vedette. Oui, c'était une vedette politique, Mobutu. Mais il savait masquer ses maîtres. Pendant longtemps, il les a masqués. Mais aujourd'hui, les maîtres est à découvert. Nous les sentons. Ceux qui ont remplacé Mobutu n'ont pas l'envergure. Donc, nous ne pouvons même pas parler de l'occupation rwandalo-ougandaise, puisque que signifie le Rwanda, que signifie l'Ouganda par rapport au Congo? C'est des pays, voilà, qui ont des soutiens de multinationales. Exactement. Donc c'est par délégation qu'ils sont là. C'est de la figuration. Le Rwanda et l'Ouganda, c'est la figuration. Le maître de jeu, ce sont les États et le multinational qui sont maintenant à leur merci. Et c'est la raison pour laquelle cette lutte du Congo engage l'élite internationale. C'est comme un peu la lutte de la guerre du Vietnam. Donc, je sens, même chez vous en France, je sens maintenant que j'ai suivi les débats sur le Congo. Oui, au Parlement français. J'ai suivi les débats sur le Congo au Parlement européen. J'ai suivi les débats du Congo sur le Parlement belge. On sent qu'il y a une nouvelle dynamique. Tout le monde prend conscience que même l'homme noir, c'est aussi un être humain. L'homme noir doit recouvrer sa dignité. Donc l'homme noir ne va pas mener cette lutte tout seul. Il a besoin de toutes les bonnes volontés du monde. Donc, l'Ouganda ils sont là par délégation. Ils sont là puisque l'administration de Clinton voulait faire partie de Mobutu. Et comme ils ne savent pas s'afficher, ils ont cherché des figurants qui doivent faire la sale besogne à leur place. Alors ils ont pris Kagame, qui est un de leurs, qu'ils ont formé depuis longtemps. Ils ont dit donc, vous allez vous charger de chasser ces gens, et puis nous allons faire de vous un nouveau Mobutu. Donc, le Rwanda, c'est 33 000 ou 40 000 km². Nous, c'est 2 300 000 km². C'est même honteux de dire que nous sommes occupés par le Rwanda. Non, nous sommes occupés par l'administration politique américaine avec les multinationales. Voilà. Et ils sont derrière tout ce que nous voyons, derrière les Chinois. Tous ces Chinois, c'est de la figuration. Les maîtres du jeu, depuis 1945, depuis la fin de la guerre, c'est l'Amérique. Elle a évincé la Belgique. Elle a pris la loi fondamentale belge et s'en est appropriée et elle nous soumet à vicissitude. Alors nous avons aujourd'hui, nous, l'obligation de dire vrai aux Américains, de dire vrai aux paysans. Est-ce que nous avons les moyens, les capacités politiques de s'ériger, en fait, si on veut, en maître pour parlementer, discuter avec les États-Unis sur la problématique de la RDC? Non, mais ils refusent. Il refuse, regarde bien comment... J'ai écrit un livre sur le narcissique. Oui, tout à fait. Je l'ai lu d'ailleurs. Ouais, et le narcissique n'agit pas comme ça, il se cache. Le narcissique, c'est le maître de l'obscurantisme. Il ne s'affiche pas. Il met toujours des figurants devant. Et lui, il est derrière. Quand vous allez pour négocier avec lui, il vous envoie négocier avec Kabila. Quand vous allez pour négocier avec lui, il vous envoie négocier avec Kagame. Il dit, nous, on n'a rien à voir. Ça, c'est poser la question à Kagame, poser la question à Museveni. Donc, il se retranche toujours derrière de la figuration. Et maintenant, avec la situation d'aujourd'hui, il est obligé d'aller au feu lui-même. Donc, il sera obligé de sortir à la lumière, de quitter l'obscurité et de se montrer. La lumière va maintenant les brûler. Alors, puisque l'intervention du cardinal, oui, Monseigneur, il a le soutien du Vatican. J'allais en parler, allez-y. Donc, voilà. À partir du moment, je fais quand même une petite parenthèse, à partir du moment où le Vatican se mêle de cette affaire politique, on voit quand l'Église catholique, surtout le Vatican, se mêle d'une politique, il y a toujours le chute de régime qui arrive. Qui suit, et on a remarqué avec le Mexique, on a remarqué également avec chez les Valégiens, en Pologne. Et on va le voir aussi en RDC. Oui, je suis presque convaincu qu'on va le voir. Pour quelle raison? Cher Bongos, moi j'ai assisté à la rixe politique entre le cardinal Malula et le maréchal Mobutu. Mobutu n'était pas encore maréchal à ce moment-là. Et c'est Mobutu qui a eu gain de cause.
On a rappelé le cardinal au Vatican. On l'a gardé au Vatican pendant un certain temps, je crois 1 année. Et puis, il est rentré au Zaïre pour se réconcilier avec Mobutu. Vous vous rappelez, je crois, cette affaire. Je me rappelle absolument. Voilà. Absolument. Et le pape d'aujourd'hui, il vient du tiers-monde. Oui. Il a mené la même lutte, la lutte semblable à celle de Malula, en Argentine. Tout à fait. Donc il connaît les tenants et aboutissants de l'oppression de grandes puissances. Tu sais, les grandes puissances, c'est surtout les forces narcissiques des grandes puissances qui font cela. C'est une très belle analyse d'ailleurs ce que vous faites d'ailleurs, hein, parce qu'il est proche de la population, de petits peuples d'ailleurs. Voilà. Voilà. Et Jean-Paul II a essayé aussi de nous aider, mais les pressions étaient très fortes. Mais avec l'évolution des choses aujourd'hui, puisque l'acteur narcissique, ce n'est pas seulement sur nous qu'il exerce son oppression, même dans les pays développés. Toutes les crises financières que nous connaissons ont la même origine que ce qui se passe au Congo. La crise de subprime, là, de 2008, voilà, c'est cet acteur-là, dans sa voracité financière, qui a causé. Et maintenant, le chômage que nous observons. La chute de la bourse américaine, il faut rappeler aux gens. Voilà, tout cela, c'est cette voracité, ça, qui crée. Et de plus en plus, le peuple prenne conscience. Prenne conscience que s'ils ne font rien, ici dans les États civilisés, le pouvoir sera confisqué par le multinational. Les multinationales qui sont déjà dans les lobbying de leurs organisations politiques, qui s'introduisent dans tous les traités économiques que vous voyez, vont finir par arracher le pouvoir au peuple. Et les chefs d'État du monde entier, des pays civilisés, vont devenir les fondés de pouvoir de ces multinationales-là. Donc, c'est une lutte globale. Donc, nous ne soyons pas des acteurs inactifs. Donc, nous devons lancer un message à toute l'élite internationale d'être vigilants et de sauver le Congo. Alors, de sauver le Congo. Alors, quand vous parlez de sauver le Congo, sur la cartographie du Congo, j'ai quelques éléments qui me sont bien entendu parvenus. Ce sont des éléments assez inquiétants. Et on voit comment le Rwanda essaye d'occuper militairement toute la République, l'étendue de la République démocratique du Congo, et en descendant d'ailleurs avec ces vaches, les zébus que vous avez vus, traversant de l'Est en arrivant dans le Bandundu. Oui, au centre du Congo. Oui, au centre du Congo. Et on voit au niveau de l'Ubangi, prétextant repousser en fait le Séléka, ils ont mis ce qu'on appelle des postes avancés vers ces zones-là. Il y a encore d'autres postes avancés vers le Bandundu. Et aussi, on se retrouve des postes avancés vers le Bas-Congo. Et dans les Touri aussi. Alors, on voit l'Ouganda. Tout à fait. Alors, pour vous, ils veulent mettre vers la politique de la terre brûlée et avec, bien sûr, préserver leur pouvoir hégémonique. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tantôt, l'immixtion de l'Église catholique en politique congolaise. Mais comment peut-on faire pour appuyer, pour éviter tout cela? Non, non. Ils sont dans une fuite en avant. Ils sont dans une fuite en avant. Ils ont peur que tout ce qu'ils ont construit depuis 1965 ne s'écroule. Alors, ils sont dans une fuite en avant, ils précipitent le programme. Puisque avec Kabila, 32 ans, avec Kabila, 40 ans, ils y allaient mollo. Maintenant, ils sont obligés d'aller dans la précipitation. Et c'est cette précipitation qui va les faire tomber. Et en fait, ils nous prennent en tenaille. Ils nous prennent en tenaille puisqu'ils s'attendaient au démembrement du Congo. Ouais. Et le Congo tomberait comme un château de cartes. Alors maintenant, puisqu'ils étaient presque sûrs que le pays serait démembré, et, vu la déliquescence du personnel politique. Mais ils ne s'attendaient pas à une prise de conscience de la population. La population congolaise veut rester... Avec le travail de la diaspora, d'ailleurs, pour tenir compte de ces éléments fondamentaux. Tout à fait. Et vous savez, quand la diaspora, entre parenthèses, a décidé que le musicien congolais ne pouvait plus faire de la musique ici, j'étais étonné que Hillary Clinton a dit qu'on ne peut pas empêcher aux artistes
de s'exprimer. Hillary Clinton. Hillary Clinton. Donc j'étais abasourdi. Mais pourquoi ça doit les inquiéter que les... Donc c'était, on nous avait donné une étiquette. L'étiquetage c'était BMW. Boisson, femme, et voilà. Mais pourquoi on nous avait collé cette étiquette? C'est pour justifier ce qu'on allait nous faire. Alors quand les jeunes gens ont été révoltés, c'est pour cela que j'ai dit, moi je suis d'accord avec ce que Trump a dit. Quand on vous jette l'anathème... Vous vous rappelez bien, Trump a dit, bien entendu, qui est qualifié le pays, certains pays africains de pays de merde. C'est ça. Donc quand vous... Et vous croyez que vous soyez d'accord avec lui par rapport à ça? J'ai répondu à ça, j'ai fini avec l'étiquette BMW. D'accord. Les jeunes gens de la diaspora se sont révoltés. Et ceux qui se sont révoltés, c'est justement ceux qui faisaient appel aux ensembles musicaux de venir jouer ici. Ce sont les premiers qui se sont révoltés, puisqu'ils ont été touchés dans leur honneur. Et depuis que nous avons décidé que la musique ne vienne pas ici, le terme a disparu. Ouais. BMW a disparu. Tout à fait. Mais quand l'administration politique a changé en France, on a tenté de faire revenir des orchestres jouer à Paris. Je ne sais pas si tu as suivi. Oui, bien sûr, tout à fait. Voilà. Alors, on peut parler de Kabila, on continue à parler de Kabila, mais il n'est pas le seul. Il est conduit, il est accompagné, il est avec le Congolais, on va dire qu'il est rwandais, tout ça, etc. Que font-ils ces Congolais, l'opposition, tous ces gens-là qui sont dans la diaspora, se disent combattants, se disent opposants, dès qu'ils sont au pouvoir, ils soutiennent, ils protègent Kabila, comme la dernière déclaration de Emmanuel Ilunga, en disant qu'il voilà, il va pourchasser les Congolais jusqu'à leur maison pour les traîner devant la justice. Comment on peut comprendre ce genre de discours? Mais déjà, dans un tel pays, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Nous sommes dans un... Je ne peux pas même appeler ça un système. Nous sommes dans quelque sorte de volonté particulière. Des volontés particulières juxtaposées. Et ces volontés particulières soutiennent un pouvoir libidinal, un pouvoir charnel, un pouvoir matérialiste. Les gens, comme ils sont lâches, ils n'osent pas. C'était comme ça avec Mobutu. Quand Mobutu est arrivé, ceux qui cherchaient à s'opposer à lui, il a frappé fort. Il a frappé tellement fort que ceux qui ne pouvaient pas collaborer avec lui se sont marginalisés d'eux-mêmes et les autres se sont alignés. C'est ça le système qu'on nous impose. Soit vous vous mettez derrière lui, vous faites de tout, vous mettez toutes vos connaissances à sa disposition, soit vous disparaissez. Alors comme les gens chez nous sont lâches, ils ont peur de mener une lutte héroïque. Alors nous avons la situation que nous avons. Alors, donc cette classe politique-là a une lourde responsabilité. Sa responsabilité est même plus grave que celle de Kabila. Puisque ce sont les mêmes qui ont défendu bec et ongle pour démontrer que Kabila était congolais. Et c'est tous les mêmes. Comme les gens du Katanga, ils disaient, et c'est... Mototoye. Les Mototoye tout. Mototamouze. Comme Mototamouze. Et ce sont les mêmes aujourd'hui qui disent que c'est de la schizophrénie pure. C'est de la psychopathologie. Ça relève de la psychopathologie. Mais les gens ne se rendent pas compte que toute la société est en parapsychologie. Et dans une forme une folie collective. Une folie collective. Oui, une folie collective. On se trouve dans un asile de fous, quoi, donc à ciel ouvert. Exactement, exactement. Alors dites-moi, en parlant de cet asile de fous, on a aussi un homme particulièrement dur qui gère, c'est la main noire d'ailleurs, qui gère la RDC, qui est Paul Kagame, qui aujourd'hui est le président tournant de l'Union africaine. C'est encore une autre aberration. C'est encore une aberration. Et quand je parle de ça, parce que depuis qu'il est devenu président, on a tué 6 militaires congolais et on a massacré aussi des gens, des réfugiés dans des camps qui se trouvent au Rwanda. Nous sommes là dans une politique qui se met en place. C'est pas un message fort de Kagame en disant que voilà, je vous contrôle? Si. Le Rwanda, par délégation, contrôle le Congo, a soumis ces pays en coupe réglée avec Museveni, Kagame et Museveni. Nous sommes dans leur griffe. Mais cela, ça ne s'est fait que
puisqu'ils ont le soutien inconditionnel de l'administration américaine. Et moi, j'ai démontré dans mon livre que les Américains ont un objectif, c'est de faire de la RDC un territoire des États-Unis. Rappelez-vous qu'à la fin du communisme, au début des années 90, moi-même j'ai lu dans un quotidien belge, je faisais une formation à l'université de Louvain, je suis tombé sur un journal, je crois que c'est la Libre, comme c'est l'université catholique, ça doit être la Libre Belgique. Il était explicitement dit que le Congrès américain venait de voter une loi sur l'extension du territoire américain en dehors du continent américain. Il existe déjà dans la législation américaine cette loi-là. Moi, j'ai lu moi-même, j'en ai fait mention dans mon livre. Alors, j'ai directement pensé aux Zaïre. Donc, ils veulent faire du Congo, compte tenu de ses richesses, comme ils ont fait avec Hawaï. Hawaï, il y avait un roi, hein, à Hawaï. Les Américains allaient là-bas en été pour se prélasser. Ils se sont appropriés cet État-là. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Mais ils vont par étapes. Ils y vont par étapes. Donc, s'ils veulent faire de nous un territoire comme l'Alaska ou comme Oregon ou comme... Ça va. Mais ils veulent faire de nous comme les 13 colonies américaines de plantations où le maître de plantation est à Londres et on met un monsieur qui gère donc nous serons, on va mettre, comme ils ont fait avec les Indiens, des réserves. Les gens de Maïndombe réservent, les Baluba réservent, les Bakongo réservent. Ça ne tiendra pas par rapport, bien entendu, les accords, enfin si on veut, le traité de 1885. Oui, mais ils s'en foutent de cet traité. Regardez bien. On dit que c'est dans la Constitution américaine où on dit que l'homme a des droits inaliénables. Mais c'est dans la Constitution américaine où on considère que l'esclavage est une institution. Alors le Botswana, bien entendu, a appelé ouvertement au départ du président Kabila et a critiqué la RDC à propos de la situation caractérisée par le blocage, bien entendu, du processus politique et la violation des droits de l'homme en RDC. C'est un coup de tonnerre par rapport à ça. Mais aussi un péril. Ces États-là du Sud voient venir les Nilotiques. Ah, ils voient aussi venir les Nilotiques. Ils voient venir les Nilotiques. Et si les Nilotiques prennent la RDC, ils vont prendre toute l'Afrique. L'Afrique de l'Est d'ailleurs. Oui, il y a un péril pour eux tous. Pour eux tous. Donc ils anticipent. Et pourtant, c'est des Bantous. Hein. C'est ça. Tous ces gens-là, c'est des Bantous. Leurs langues sont assimilables aux nôtres. Oui. Voilà. Donc il y a un péril, comme on disait le péril du jour, il y a un péril nilotique. Mais ça... Donc Oumatuti, c'est l'Oumatuti, c'est... On ne sait pas le dire là, sinon on va nous taxer de racistes. Voilà. Mais il y a ces périls-là. Tout le monde a senti que les Blancs se servent de nilotiques pour nous rendre encore esclaves pendant longtemps. Alors cette histoire, la déclaration, on a enlevé cette partie diplomatique, Franco, on va en confrontation avec les autorités congolaises. Je n'ai pas compris la question. La question c'est surtout par rapport à la déclaration du Botswana. Oui. Et donc c'est une confrontation où ça va déboucher à l'intervention militaire. Non, ça va. Vous savez, le Botswana est très respecté. Hein. Tout à fait, tout à fait. Ouais, toi, tu es un homme des médias. Au niveau d'ailleurs de sa démocratie, au niveau aussi de l'économie, voilà. Et au niveau aussi surtout de la démocratie. Les paramètres macroéconomiques et politiques sont vraiment stables, vraiment stables. Voilà. Et ce président-là ne va jamais dans le forum des Africains, de l'Union africaine. Il ne va pas. Il n'y va pas dans ces réunions-là. Puisqu'il déteste tous ces dictateurs-là. Donc ça montre déjà quel genre d'homme il est. Il a du mépris pour tous ces gens-là. Donc le fait qu'on n'a jamais fait une déclaration. Non, mais aucune déclaration. Le chef de la SADC, il fait une déclaration. Et moi je voyais cette déclaration déjà à la lumière de ce qui s'est passé avec la CEDEAO par rapport à l'intervention. Non, mais ta vision contre Yahya Jammeh. Le parallélisme que tu fais, moi-même, je ne l'avais pas. Mais je vois que c'est ça. Ils vont se donner des pouvoirs
de chasser Kabila, comme le CEDEAO a fait. Oui. Ils vont eux aussi agir de la même manière. Ils vont eux aussi agir de la même manière. Et Kagame et Museveni ne seront pas contents. Tu comprends? Oui, alors quand on voit ces mouvements de troupes en RDC, les postes avancés du Rwanda et du Ouganda... Non, c'est la guerre. C'est la guerre qui se prépare. Quelle guerre? La guerre régionale? La guerre régionale. Il y aura une guerre régionale, puisque... L'Angola aussi n'est pas content du tout aussi par rapport à ce qui se passe, parce qu'il y a des réfugiés aussi, une partie des réfugiés... Oui, mais je crois que l'Angola était déjà sensibilisé pour faire partir Kabila. C'est l'Angola la première qui était sensibilisée par Obama déjà, l'administration Obama. C'est l'Angola qui devait faire ces besoins-là. Mais Obama s'est retenu, il n'est pas allé jusqu'au bout. Tu comprends? Moi, ma crainte réelle, j'ai l'impression que la Grande-Bretagne n'est pas en concordance avec Washington. Expliquez-nous comment? J'ai l'impression que, puisque la mère du président Botswanais est de la famille royale britannique, j'ai l'impression que la Grande-Bretagne va dans le sens d'enlever Kabila. Mais que l'Amérique de Trump demande d'abord l'avis de Kagame. Qu'est-ce que Kagame pense? Mais pourtant si on regarde les dernières informations que nous avons, lors de la rencontre à Davos, il y a eu entre Kagame et bien sûr Trump, il n'y a eu que 9 minutes de discussion. 9 minutes de discussion. Pas plus. 9 minutes de discussion. Et Trump a été très dur avec Kagame. Et je préfère garder ses côtés diplomatiques et ne pas le sortir. Donc ça, c'est bien pour nous. 9 minutes, hein? Ça, c'est bien pour nous. Ça, c'est bien pour nous. Ça, c'est bien. Donc, je peux donner quelques éléments ouais, par rapport à cela. Je peux donner quelques éléments en disant clairement, nous ne voulons pas endosser le génocide du Congo et on va vous le filer, ce génocide. Voilà. Ça c'est très l'histoire que nous avons eu écho, quand on dit écho, donc ce sont les anglo-saxons qui vont le faire partir. Donc Kagame ne bougera pas. La raison pour laquelle vous voyez Kagame, il est en train de s'énerver, tirer sur le militaire congolais et il veut provoquer une tension, une crise, et tirer sur les réfugiés qui ont été rationnés aujourd'hui, qui n'ont plus de ration, qui n'ont plus leur nourriture comme ils avaient, pourtant sont payés par les Nations Unies. Les réfugiés qui sont chez lui? Oui, chez lui. C'est terrible. Tu vois, payés par les Nations Unies. Mais il les a bloqués. Puisque tu sais, si Kabila tombe, Kagame va tomber. Ben certainement. Ah oui. Kagame va tomber et Museveni aussi va tomber. Museveni, il est là par la Tanzanie. C'est la Tanzanie qui a chassé Idi Amin et tout ça. Donc ces gens-là, les gens de SADC, s'ils décident, c'est tout le monde là va partir. Donc ce que tu dis là est très important. Puisque moi j'avais peur. Je dis Trump, s'il vient soutenir Kagame, nous sommes foutus. Mais je me disais, comme il n'aime pas les Clinton. Il a un conflit terrible avec les Clinton. Comme ce sont les Clinton qui ont amené cette merde-là, alors j'espère qu'il va la nettoyer. Il va la nettoyer. Ah mais ce que tu viens de dire là est fantastique. Fantastique. Toi tu tiens ça de quelque chose? Ben, je tiens ça des autorités françaises. Voilà. Je tiens ça, je ne veux pas trop le dire, je tiens ça vraiment, c'est quelque chose... Mais il faut dire à Macron... Moi, je ne dis rien à Macron. S'il continue à soutenir ces hommes d'affaires de Pakoti, là, pour piller le Congo, il fera qu'un mandat. Alors, pour revenir à cette histoire de la RDC, les élections, les choses se préparent. On voit Henri Monva, que vous connaissez très bien d'ailleurs, qui fut l'ambassadeur. Qui fut ambassadeur ici à Benelux. Oui, l'ambassadeur Benelux, en fait, qui gérait en fait ces pays, et propulsé ministre de l'Intérieur. Vous savez... Un ancien de l'ANR, bien entendu. Mais tu sais, vous savez, monsieur Bongos, excusez-moi de vous tutoyer,
Bon, on se connaît depuis longtemps. Mais moi, je n'accorde pas de crédit à tous les actes politiques qui sont posés par ces renégats. Donc, Mova, c'est un renégat et tout ce monde... Tous ces gens qui sont autour de Kabila. Parce que moi, je vous dis, Kabila avec moi, il ne ferait pas ce qu'il fait là. C'est ce que moi je vous dis, c'est moi qui ai demandé, bon on parlera de l'UDPS après, je crois, si nous avons le temps. On a le temps, il nous reste 2 minutes pour parler en fait de cette histoire d'élection et puis on va basculer avec l'UDPS. C'est ça, c'est des gens, des renégats qui vendent leur propre pays sur les dos de leur population, qui vont investir à l'étranger. Et vous savez, le monsieur qui était le directeur du cabinet de Kabila, quand il a, en 2001, quand il a pris les rênes du pouvoir, c'est... Comment ça s'appelle? Il est mort en avion au Kivu, là. Et il est natif du Katanga. Il est mort en avion Katumba Mwaki. C'était lui qui... Il est mort en avion, il n'est pas mort en avion, enfin d'après... Ouais, voilà, c'est ça la version d'après ce qu'on dit d'ailleurs. Puisqu'il était anti-blanc, extrémiste. Et il rejetait tout. Il voulait lui faire des trucs avec les Chinois, tout. Voilà. Ce monsieur-là a investi en Afrique du Sud incroyablement. Tout à fait. Il a acheté les quartiers. Voilà. Et Kabila ne touchait même pas aux affaires publiques. C'était lui le chef d'État. Donc, vous voyez, lui, il est natif du Congo. On lui donne, mais former ces messieurs-là dans l'intérêt supérieur. Puisque, moi, qu'est-ce que je constate? Je vois tous les premiers ministres là, depuis Gizenga, jusqu'à Tchibala. Mais ils ont une opportunité, ils ne sont pas ligotés. Mais ils sont ligotés par le ventre. Ah non, c'est ça la libido. mais moi, je ne crois pas que ces gens-là, on les empêche d'acheter des lits pour l'hôpital. On les empêche de... Parce qu'il faut des investissements pour eux-mêmes. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet par rapport à ce que vous avez été, par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui, l'UDPS. Bruno Tchibala dit clairement que c'est lui maintenant le maître, le patron de l'UDPS, etc. L'UDPS qui existe aujourd'hui ne correspond plus à l'idéal du vieux Tshisekedi qui a laissé en fait sa marque quand même, il faut le dire. Et c'est un déchirement aujourd'hui à l'UDPS. Il y a plusieurs UDPS. Je vais comprendre. C'est un émiettement. C'est un... Comment on dit? Une atomisation. Oui. Atomisé, il est complètement atomisé. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un parti politique de masse, mais dont le pouvoir a été incarné, un pouvoir a été personnalisé. Un pouvoir, il n'a pas eu... ce parti-là n'a pas créé un pouvoir collectif. Vous savez pourquoi... Il n'a pas su laisser en fait une ligne de conduite, une trace idéologique, une trace idéologique. Ce pouvoir il n'y a pas de ligne idéologique, il n'y a pas non plus une construction de fisc politique. Puisque vous savez, je voulais faire une liaison avec ce qui s'est passé au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Ce sont aussi des partis très forts, des partis de masse. Mais vous avez vu que le parti s'est imposé sur la famille de Mugabe. Le parti s'est imposé sur la famille de Zuma. Mais nous, on n'a pas pu le faire. On n'a pas pu le faire, puisque les pouvoirs dans l'UDPS n'étaient pas collectifs. Personnalisés. C'était un pouvoir individualisé. Et familial aussi. Il est devenu familial. Il n'était pas... Il est venu familial avec le poids de l'âge de leader charismatique. Plus il avançait en âge, plus sa progéniture prenait de l'ampleur et prenait place. Tu vois, donc c'est un peu la loi de la nature. Mais si Tshisekedi et ceux qui ont créé l'UDPS étaient toujours soudés, la famille n'allait pas s'immiscer dans les affaires du parti. C'était une grande faille. Et comme c'était un parti qui était tout... Moi, je me rappelle, j'avais une confiance aveugle en Étienne Tshisekedi. Une confiance aveugle de sorte que le coup de massue, quand il est tombé, j'étais presque mourant.
J'avais une confiance. Le coup de massue, c'est-à-dire que vous avez été évincé. Évincé sans avoir commis un délit. Sans avoir commis un fait qui méritait que je sois évincé. Vous êtes amer quand même par rapport à cette Ah oui, ça, mais c'est une expérience extrêmement douloureuse. Puisque quand quelqu'un t'aime de tout son amour et que tu lui renvoies, comment je peux qualifier ça, une repartie qui, si cynique, je te dis, j'ai tiré de grandes leçons, de très grandes leçons. Alors, vous êtes très amer, donc vous pensez qu'ils vous ont poignardé. C'est ça. C'est ça. Et je ne méritais pas ça. Je ne méritais nullement ça. C'est que moi j'ai posé comme acte dans l'UDPS. Je ne sais pas s'il y a un autre cadre qui a... Vous savez, Etienne Tshisekedi est arrivé ici en l'an 2000. On l'avait opéré. Je me rappelle bien entendu, j'étais là aussi. Voilà. On l'a réopéré. J'étais là. Pris en charge totalement par les membres de ma fédération. Et même les logements. Benelux. Et ici, en Belgique, on ne travaille pas. Et nous sommes tous au secteur. Vous avez travaillé pour récupérer une somme importante pour l'UDPS d'ailleurs. C'est cette émission qu'on avait fait avec vous qui a créé tout ça. Mais dans un parti où il y a, qui se dit assis sur les valeurs démocratiques, ça ne devait pas poser un problème. Le fait de dire que moi j'ai encaissé 400 000 $ pour la campagne électorale de mon président. Et versé sur un compte de Maman Marc. Oui, donc ça ne posait aucun problème. Puisque cet argent devait en principe servir. Et ça n'a pas servi du tout. Servir la campagne. Où est le problème? Puisque ces partis-là démocratiques allaient faire un bilan. Ces partis-là démocratiques allaient faire un congrès pour dire voilà ce que nous avons fait, voilà ce que... Donc parmi, dans ces bilans, on citerait tous ces apports. Les apports, quand on parle des apports, on voit, il y a eu des tractations quand le papa était encore en vie, Etienne Tshisekedi, où les fils partaient Monaco, Ibiza, etc., rencontrant également aussi les chefs Putundu, tout ce monde-là, ils revenaient à Paris, à Bruxelles. Il y a eu quand même des tractations, il y a eu aussi l'argent possible. Mais la tractation là, ce n'était plus le parti. Les fils, ce n'était plus le parti. Les fils se trouvaient avec des maisons quand même. Mais ce n'était plus le parti. Des maisons achetées. C'était la famille qui s'est substituée au parti. Ce n'était plus le parti. C'est pour cela aujourd'hui ça capote. Puisque toutes ces négociations, regardez, le rassemblement. Prenons le rassemblement. C'est une plateforme politique, ce n'est pas un parti politique. C'était financé par KTB Toto également. Certainement. Moïse Katumbi. Certainement. Certainement. Mais qui les a trahis aussi. Mais c'est ça la mentalité un peu du noir du Congo. Donc il faut s'attendre à des compromissions, à des traîtrises. C'est depuis 60 ans. L'avion que Etienne Tshisekedi parti en RDC, c'est l'avion affrété par KTB Toto. Voilà, c'est depuis 60 un peu qu'on... Donc c'est le mélange des genres. Donc nous devons tirer des grandes leçons dans ce genre de choses. Et moi, je ne crois pas. Moi j'ai vu les MNC de Mouma. Il avait aussi cet impact-là. Moi, j'ai toujours vécu à Léopoldville et puis à Kinshasa. Je n'ai jamais vécu ailleurs. Je connais comment tous ces partis, à partir de l'Abaco, jusque comment ça a évolué. L'Abaco est même né dans mon quartier, est né à Matete. Des Alandes où les fondateurs habitaient Matete. Tous ces politiciens de l'Abaco venaient voir mon père. C'est comme ça que je me suis un peu forgé à la chose politique. Donc, nous devons évoluer. Nous devons réellement tirer les leçons de nos échecs. Et quand vous regardez notre évolution depuis 60, les partis qui étaient créés en 1960 sur la lutte anticoloniale, ça n'a pas changé du tout. La génération qui a suivi n'a pas tiré les leçons de ce qui s'est passé dans les MNC, Non. On a refait l'histoire. On est retombé dans les mêmes travers. Donc cette fois-ci, nous devons en prendre conscience. Maintenant, nous sommes terrorisés par une commune. Le Rwanda, c'est une commune. Une commune qui vient, une petite commune de la RDC qui vient nous prendre comme ça en esclavage. Puisque nous ne savons pas tirer les leçons de toute cette histoire que nous avons vécue depuis 1960.
Pour quelles raisons nous devons vivre dans une coopération à couteau tiré avec la Belgique? Mais comment se fait-il, lors de cette rencontre, dernière rencontre de l'Union africaine, tous ces leaders africains, congolais, pardonnez-moi, sont accourus vers Kagame pour demander ses services, demander d'avoir... Mais c'est ça la lâcheté dont je parlais. Le poste en RDC. Tu sais, moi, j'admirais... Je ne citerai pas les noms, mais vous savez de qui je parle d'ailleurs. Ben, vous parlez de Kagame. Déjà en Afrique du Sud, à Sun City, Mbeki était étonné de voir les Congolais aller le voir pour lui demander de faire d'eux des ministres au Congo. C'est comme ça que l'Afrique du Sud a pris la place qui est là. Parce que nous-mêmes, nous recherchons la servitude. Nous-mêmes, nous courons vers la servitude. Nous n'arrivons jamais à regarder quelqu'un en face et à lui dire ce que nous pensons. Et les hommes politiques, bon, je comprends, nous avions des clercs comme hommes politiques en 1960, à l'exception des Kassaboulou qui avaient fait les grands séminaires. Tous c'était des clercs. Donc ils sont arrivés ici, ils ont signé la loi fondamentale. Dès qu'ils arrivent à Kinshasa, ils rejettent. Ils dénoncent la loi fondamentale. Et l'Amérique qui était là derrière, s'en est appropriée. Ça n'est approprié. Et nos malheurs datent de cette... Il faut lire la loi fondamentale. Vous verrez que, à partir de la manière dont on s'est conduit envers cette loi fondamentale, aucun accord politique jusqu'à aujourd'hui n'a jamais marché. Aucun accord. Alors, expliquez-moi. Moi, j'ai vu Lovanium, oui. Tananarive, oui. Coquillatville, Elisabethville. Tout ça sont les accords politiques des années 60. Aucun accord politique au Congo n'a jamais marché. Alors, dites-moi aujourd'hui, il y a des gens qui se disent aujourd'hui candidats aux élections présidentielles, comme Moïse Katumbi. Il est empêché aujourd'hui de retourner en RDC. Quelle image portez-vous par rapport à cet homme qui s'est dit homme politique, qui a travaillé d'ailleurs, qui a soutenu le régime particulièrement barbare de la RDC? Il était l'ex-gouverneur pendant 10 ans dans le Katanga. Mais je veux même vous interrompre. Mon cher Bongos, je me suis fait une conviction. Toutes les mains qui se sont salies dans le sang congolais ne peuvent nous mener nulle part. Et je tire ça de mon expérience dans l'UDPS. Donc j'ai compris que tous ceux qui ont fricoté, il est déclassé. Vous savez quand il y avait des négociations pour la guerre mondiale ici, les Américains et les Anglais avaient décidé que tout le monde qui était dans le régime de Pétain ne pouvait plus faire la politique en France. C'est la même chose pour nous. Tous ces gens qui ont été fricotés avec l'oppression, avec le système barbare et autoritaire chez nous, n'ont plus le droit de citer en politique. Puisqu'ils vont nous amener ce sang qui pleure. Ils vont nous amener la malédiction dans l'exercice du pouvoir. Donc en clair, pour vous, la candidature de Katumbi n'a pas lieu d'être. Pour moi, je veux un débat ouvert. C'est pour cela que je ne veux pas... C'est-à-dire le débat ouvert, c'est-à-dire qu'on met le débat en opposition, les tous ceux qui disent qu'ils sont opposants, voilà. Tous ceux qui se disent qu'ils sont... Donc, qu'on donne la possibilité à tout Congolais qui le mérite, oui, d'exposer ses vues, voilà, et éventuellement de se faire élire. Et vous verrez comment les gens vont tomber comme des mouches. Vous allez voir. Moi, je n'ai pas à me prononcer sur tel ou tel. Mais celui qui sera élu démocratiquement, nous le soutiendrons, quel qu'il soit. Celui qui sera élu démocratiquement. Si Katumbi se défend bien par rapport aux autres, dans les mêmes conditions, nous les soutiendrons s'il est... Et pourtant, il a soutenu le régime de Kabila, comme vous avez dit. Oui, mais moi je suis presque convaincu que ceux qui ont... Vous savez, il est multimillionnaire, ce monsieur-là. Milliardaire au nom. Voilà. Mais où est-ce qu'il... Moi je n'ai pas... Est-ce que vous avez vu, j'avais une usine de Katumbi au Congo? Non. Il emploie combien? Il n'a pas d'usine. Voilà. Il était gouverneur. Voilà.
Voilà, mais avant d'être gouverneur, il était homme d'affaires. Oui, il vendait du poisson. Mais il allait poser la question aux marchands du poisson, au marché, quelle était son attitude dans le commerce. Qu'on vous raconte ce qu'il était déjà en tant que commerçant. Il monopolisait tout et il rendait la vie infernale à tous les petits marchands. Et moi, j'aimerais bien savoir combien d'impôts il a payé à l'État congolais. Donc tu vois, rien que de petites questions comme ça va nous révéler ce qu'il est réellement. Ça va nous révéler ce qu'ils sont réellement. C'est pour cela, ce sont les conditions qui seront posées pour passer à la troisième, réellement à la troisième République. Ce sont ces conditions-là, nous devons être rigoureux là-dessus. Rigoureux là-dessus. Rigoureux. Avec l'UDPS, Félix Tshisekedi, quand on le voit patron de rassemblement, on voit son leadership commence à si on veut, c'est les ardés. Mais il n'y a pas de leadership. Moi, je voulais même conseiller, puisque moi, j'ai espéré à un moment donné. Moi, je suis allé rencontrer avec une petite délégation de membres de l'UDPS ici, voir Bruno Tshibala à Paris, quand il est venu dernièrement. Oui, et là, il a payé 600 000 € avec l'hôtel qu'il a... Je ne sais pas s'il les a payés ou pas. 600 000 €. 600 000 €, l'hôtel, le peu de jours qui sont restés, 600 000 €. C'était la facture. 600 000 €, non loin, enfin pas non loin, à la place bien entendu, Vendôme. Oui. Place Vendôme, 600 000 €. Oui, c'est ça. Mais nous sommes allés en une petite... deux petites délégations, il y a d'abord 5 personnes et puis 11 personnes, nous sommes retrouvés 19 personnes de l'UDPS là-bas. Ce qui s'est passé seulement dans ce petit groupe-là de 5 et 11 personnes m'a dégoûté. J'ai dit que je ne sais pas si l'UDPS vraiment a un avenir avec cette élite-là, c'est l'élite de la diaspora. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous un peu. Rentrons dans le secret de Dieu. Il y a eu une petite délégation de 5 personnes qui sont allés voir le Premier ministre Bruno Tshibala, de l'UDPS. Ils ont parlé. Le ministre de l'Occupation. Ils ont parlé. Tshibala a fait sortir une somme d'argent, je crois 1 500 $ pour leur rembourser les frais. Il a dit, bon, ça c'est pour le remboursement de vos frais. Mais ils sont entrés en conflit. Ils sont entrés en conflit. Avec... entre eux, dans le 5. 1500 € simplement. Simplement. Ils sont entrés en conflit. Il y a une partie de membres de la délégation qui a donné 100 $, à 100 $, à 3 autres. Ceux-là, ils n'ont pas compris, et ils ont revendiqué, et puis ça a fait un problème. Et puis la deuxième délégation, moi je suis allé dans la deuxième délégation. Puisque moi j'avais des choses importantes. Puisque moi j'ai compté sur Bruno Tshibala pour apporter, qu'est-ce qu'on dit, renaître, la renaissance des cendres de l'UDPS. J'espérais en lui. Ouais, mais il était locataire. Hein. J'ai déchanté. Il faudra oublier qu'il était locataire avant qu'il devienne... Oui, mais mon frère Bongos... Aujourd'hui, il a pas mal de maisons. Mon cher Bongos, Mandela était prisonnier. Ouais, je sais. Il n'avait même pas de biens. Gandhi aussi, il n'avait pas de biens. Voilà. Voilà. Donc, quand vous avez cette dimension spirituelle de devenir le leader, vous l'avez, c'est inné. Ça ne s'acquiert pas, c'est inné. Beaucoup d'appelés peu de lui, c'est ça. Et nous sommes arrivés en France, j'ai parlé à Tshibala, je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Je lui ai remis les rapports que j'avais remis à Etienne Tshisekedi en 2013. Il m'a valu tout ce que j'ai connu et je lui ai remis les livres que j'avais écrits. Mais je pensais qu'il allait peut-être suivre les conseils qu'on lui a donnés. Arrivé là-bas, il a fait top. Quand j'ai appris qu'il distribuait de l'argent en route, c'est sur la route. Je me suis dit, alors il est impuissant. Il montre son impuissance. Donc le gouvernement qui est là, qui était censé faire un rapport de force avec Kabila, puisqu'il représentait l'opposition, mais c'était des pacotis. C'était un gouvernement qui... Non, c'est des opportunistes, tout simplement. Alors, notre ami... Tout simplement. Notre ami Félix Tshisekedi, alors... Non, moi je demande à Tshibala de démissionner, qu'il ait une moindre, je ne sais pas comment on l'appelle, orgueil, qu'il démissionne de ces fonctions-là. Puisque c'est scandaleux, c'est scandaleux. Ce n'est pas des gens qui viennent de l'opposition qui doivent tirer sur la population congolaise. On dit de lui qu'il n'a pas la signature. Il le savait. Il a dit aux gens de l'UDPS,
à Paris, il a dit, ce gouvernement-là, ce n'est pas notre gouvernement, nous sommes là pour essayer de tirer l'épingle du jeu, pour essayer d'organiser le parti. Mais quand je vois la manière dont ils se sont pris pour... Tirer l'épingle du jeu, c'est-à-dire remplir les poches? Non, je pensais tirer l'épingle du jeu pour sauver l'UDPS. Ah bon? Mais j'ai vu que ce n'est pas, ce n'est même pas ça. Mais il y a 4 UDPS déjà. Non, mais lui était en position de pouvoir rassembler tout le monde. Il était en position de pouvoir rassembler autour de lui toutes ces dissidences-là. Mais il n'a pas pu le faire et il ne saura plus jamais le faire. Alors, votre avenir politique, pour terminer, nous arrivons au terme. Non, je suis dans la réserve. Je suis dans la réserve pour la Troisième République. Donc, tant que l'Éternel m'accordera un peu de souffle, et vous l'avez. Ce souffle, je mettrai à la disposition de mon peuple. Et je demande à l'élite d'avoir confiance, puisque ce n'est pas n'importe qui prend 400 000 $ et qui ne prend même pas $1 pour lui-même. C'est un signe de l'Éternel. Vous avez vu, hein, le comptable était là d'ailleurs avec vous le jour-là qu'on a fait l'émission. Voilà, la première mission que j'ai faite avec vous à la gare, à la gare, je me rappelle bien. Et cette émission-là, toi tu ne sais pas, ça nous a rapporté des choses inouïes. L'argent. On aura l'occasion. Ça a rapporté l'argent avec les investisseurs qui venaient de l'Afrique du Sud, etc. Ce que j'ai appris d'ailleurs. Les Chinois même. Des Chinois même d'ailleurs. C'est pour ça que je tiens à vous le dire que quand je présente une émission, mes émissions sont regardées par les institutions, par les autorités. La raison pour laquelle d'ailleurs je ne me permets plus maintenant de recevoir n'importe qui sur mon plateau de télévision. Je ne donne plus l'opportunité à ces gens-là qui viennent chercher des galons, chercher la lumière pour pouvoir aller, bien entendu, fricoter avec l'eau qui pend. Dites-nous un mot pour partir par rapport à tout ce qui se passe en RDC. Un mot d'espoir à la population. Non, le peuple congolais s'est mis debout. Je lui demande de rester debout, comme l'hymne national nous le dit. Debout, Congolais. D'être derrière notre prélat, qui est héroïque en ces moments difficiles. De pleurer nos morts, de rehausser leur mémoire, et de faire la promesse de ne jamais les oublier, puisque le martyr, nous les aurons encore et encore. Mais nous devons avoir la foi en Dieu, la foi dans notre jeunesse et la foi dans les hommes de bonne volonté partout au monde, aussi bien chez l'étranger, en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie, en Belgique, en Espagne, dans ces États civilisés. Je leur demande, puisqu'aujourd'hui il y a un problème moral grave, il y a un problème moral qui pose même la conditionnalité de leur civilité. Ils doivent rehausser leur civilité, leur civilisation judéo-chrétienne par le haut. Donc ils ont un devoir moral de ne pas enfoncer les plus faibles. Ils ont un devoir moral de rehausser les plus faibles et de ne pas nous engloutir. Et les hommes de bonne volonté, nous leur lançons le message de soutenir le peuple congolais comme ils le font, jusqu'à la victoire des valeurs universelles qui ont fait d'eux, ils sont des états de lumière. Allons tous dans la lumière, sortons tous de l'obscurantisme. J'ai dit et je vous remercie. Merci, merci. Vous avez suivi notre compatriote, l'ancien de l'UDPS, président Benelux de l'UDPS. Il est, comme il vient de le dire, comme observateur politique, il est aussi conseiller politique, il est en train d'observer, il donne des directives par rapport à son expérience acquise sur le terrain. C'est un homme de terrain. Il a été éjecté de l'UDPS parce qu'il a fait une émission, cette émission où il expliquait comment il avait bien sûr collecté une somme importante et versé sur le compte d'une personne qui n'avait rien à voir avec l'UDPS. Mais aujourd'hui, il est là, il donne de la matière et cette matière, nous devions le suivre. Je pense que nous avons aussi besoin de nos, comme on dit, aînés pour nous apporter aussi cette valeur ajoutée que nous avons besoin à l'heure actuelle où nos martyrs tombent. Je vous souhaite
bonne continuation chez vous et à très bientôt. Merci. Merci aussi, Roger Bongos. Merci.